Il me déshabillait complètement, les mains menottées dans le dos. J'avais toujours les yeux bandés. Puis il me jetait par terre, et là, il me frappait de tous les côtés. Il me piétinait le visage et les testicules. 15 janvier dernier, un étudiant disparaît au Caire. Georges est alors envoyé par l'une de ses amies à sa recherche. Il travaille pour des médias occidentaux. Son carnet d'adresses pourrait s'avérer utile. J'ai commencé à appeler mes contacts pour demander si quelqu'un savait quelque chose. Mais personne ne savait ce qui lui était arrivé. Près de 3 semaines plus tard, le corps du jeune chercheur italien est retrouvé dans un fossé au bord d'une route. Vous voyez le tunnel là-bas? On a retrouvé le corps juste au-dessus. Georges est très tendu. Revenir sur les lieux de la découverte du corps comporte de nombreux risques. Et nous n'avons pas l'autorisation de tourner dans le pays. On est au milieu de nulle part, mais tout près il y a un poste militaire et le QG de la sécurité nationale. Arrête, baisse ta caméra, il y a une voiture. Giulio Regeni avait 28 ans. Son corps a été retrouvé dénudé, portant de nombreuses marques de torture. On lui a arraché les ongles et brûlé les paupières. Cette histoire est effrayante. On commence à avoir vraiment peur. On a peur de tout. Là, par exemple, je suis en train de me faire filmer et j'aimerais bien que ça s'arrête. Allez, c'est bon, on y va. La peur, elle s'est installée partout en Égypte. Pourquoi Giulio Regeni a-t-il été assassiné? Son article sur la montée de la contestation sociale en Égypte, publié la veille de sa disparition, a pu lui être fatal. Pourtant, il l'avait signé sous un pseudonyme. Pour la société égyptienne, ce meurtre porte la marque d'une pratique policière devenue très en vogue dans le pays, les disparitions forcées. Un moyen pour le régime du président El-Sisi de semer la terreur et d'étouffer toute forme de contestation. En 1 an et demi, plus de 2000 citoyens égyptiens ont été victimes de ces kidnappings orchestrés par la sécurité nationale, la nouvelle police politique du régime. Aujourd'hui au Caire, ces blindés sont visibles à tous les coins de rue. Le centre-ville est entièrement contrôlé par la police et l'armée. Bienvenue dans un pays où la dictature a repris ses droits. En banlieue du Caire, nous avons rendez-vous avec Maha. Ashraf, son mari, a disparu il y a 2 ans. Elle vit aujourd'hui seule avec ses 3 enfants. C'est très compliqué avec mes enfants aujourd'hui. Ils détestent leur pays. Les moments d'intimité en famille ont disparu. Il ne reste qu'une photo posée sur la table du salon. On peut y lire « Libérer l'Égypte » et « Plus de justice ». Ashraf était membre d'un parti politique d'opposition. Ashraf est quelqu'un qui parlait librement. Il était très fier de la révolution égyptienne. La veille de sa disparition, il avait reçu une convocation à la sécurité nationale. Depuis, Maha ne l'a plus revu. Quand je regarde notre photo de mariage, j'ai l'impression qu'il me dit « Je suis à tes côtés ». Il me manque tellement. J'arrive pas à vivre sans lui. Je comprends pas ce qu'il a fait. Pour quel crime mérite-t-il de disparaître? Ça fait 2 ans. L'absence et l'inconnu sont douloureux. Mais grâce aux informations d'anciens détenus sortis de prison, Maha est aujourd'hui convaincue que son mari est entre les mains de la sécurité nationale. Nous la retrouvons, accompagnée de son avocat. Aujourd'hui, ils se rendent au tribunal pour prendre des nouvelles des plaintes déposées par Maha. Les juges ne montrent aucun intérêt pour nous. Ils répondent toujours que c'est en cours ou que l'ordinateur ne marche pas. Nos droits ne sont pas respectés. Il y a des prisonniers derrière les barreaux, mais en fait, c'est toute l'Égypte qui vit dans une vaste prison à ciel ouvert. En Égypte, les plaintes déposées contre la sécurité nationale n'ont jamais abouti.
Il faut faire pression en se rendant régulièrement au tribunal. On espère qu'un jour, un procureur ouvrira une enquête. L'avocat préfère s'interrompre. Il jette des regards inquiets derrière nous. La police n'est pas loin. Il pourrait embarquer la caméra, et nous avec. Il a fait venir un guetteur pour nous prévenir si la police se rapproche. C'est le moment de partir. Halim, l'avocat, s'occupe de nombreux dossiers de personnes disparues. Dans cet appartement, dont l'adresse est tenue secrète, il reçoit des familles de victimes. Privées de manifestations, elles se rassemblent ce soir pour tenter de trouver une stratégie pour dénoncer les disparitions. On pourrait organiser une manifestation virtuelle sur Internet. Les images sont prêtes. On partage le même malheur, ça nous réunit. Comme vous pouvez imaginer, une personne dont le fils a disparu a beaucoup de problèmes psychologiques. C'est encore pire que la mort. Un mort, on sait où il est. Mais un disparu, on l'attend tous les jours, vivant ou mort. Parfois, les victimes réapparaissent, dans une prison ou devant un procureur. La plupart du temps avec un dossier à charge, inventé de toutes pièces, et des aveux obtenus sous la torture. Des aveux filmés par les policiers eux-mêmes et mis en ligne sur le site internet du ministère de l'Intérieur. On avait l'habitude de bloquer les routes et de saccager les installations électriques. La torture pour obtenir des informations ou des aveux, une pratique courante. Cet homme connaît bien ce qui se passe dans les prisons secrètes du pays. Nous l'appellerons Tarek. C'est un militant politique et syndical. En 2 ans, il a été enlevé à 2 reprises en pleine nuit, à son domicile. La 2e fois, il a été torturé pendant 11 jours. Il me déshabillait complètement, les mains menottées dans le dos. J'avais toujours les yeux bandés. Puis il me jetait par terre, et là, il me frappait de tous les côtés. Il me piétinait le visage et les testicules. Et après ça, il m'électrocutait. 6 mois plus tard, les traces de torture ont cicatrisé. Mais les blessures morales, elles, ne partent pas. Ça fait 2 ans maintenant que ma vie est en danger. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais dernièrement, les pressions sont devenues plus fortes et ma famille est très affectée. Libéré contre une caution et la promesse de ne rien dire à propos de sa détention, Tarek est sorti de prison, accusé d'avoir tenté de renverser le pouvoir. Son procès est prévu dans quelques jours, mais il ne s'y rendra pas. La décision a été difficile. Au petit matin, il quittera le pays, définitivement. Bien sûr que c'est difficile de recommencer sa vie, de repartir à zéro à mon âge, de reconstruire sa vie à l'étranger. Mais c'est la bonne décision. La justice égyptienne est téléguidée et reçoit ses ordres directement de la sécurité nationale. Donc je n'ai aucune confiance dans le déroulement de mon procès. Sa maison est surveillée en permanence par la sécurité nationale. Alors Tarek passera sa dernière nuit en Égypte chez un ami, laissant derrière lui sa femme, ses 2 filles et les espoirs déçus de la révolution égyptienne.